monde. Je suis Fabien Garziano, donc je travaille chez Prosol. J'ai toujours gravité dans ma carrière autour de l'ITSM, des process, et pas mal d'ITOP en fait, rétrospectivement. Je vais vous présenter un retour d'expérience en toute humilité sur un projet de migration de ServiceNow vers ITOP pour Prosol, avec une petite cerise sur le gâteau qui était la contrainte de temps, avec un planning très serré de 2 mois. Le but de la presse, c'est pour en avoir discuté un petit peu avec Commodo et puis en interne, c'est encore une fois très humblement de regarder, de transmettre ce qu'on a appris avec ces contraintes de temps pour migrer une solution ITSM assez complexe, assez large comme ServiceNow vers ITOP. Mais voilà, déjà je vais commencer par vous présenter Prosol. Alors je ne sais pas si ça parle à personne, normalement Prosol. Par contre peut-être que l'enseigne Grand Frais, ça parle à quelqu'un ? À main levée, là, vite fait, comme ça ? Un petit peu. Voilà, Prosol, c'est une des entreprises qui sont derrière l'enseigne Grand Frais. Prosol, dans les magasins Grand Frais, c'est la société qui distribue les fruits et légumes, la crèmerie et les produits de la marée, donc les poissons, etc. etc. C'est toujours un peu de contexte avant de parler du sujet en tant que tel. C'est donc une chaîne logistique en propre à gérer. C'est important dans notre contexte parce que du coup, nos utilisateurs sont aussi des logisticiens. Il y a des magasins, bien sûr, des partenariats avec nos producteurs et des valeurs communes. Alors ça fait un peu slide marketing là. Mais dans ces valeurs-là, il y en a certaines qui ont vraiment servi à ce projet. Et actuellement, il y a une forte croissance, on ouvre plusieurs magasins par an. C'est important aussi dans le contexte, puisque ça veut dire que le volume d'utilisateurs à qui on délivre du service augmente de façon importante aussi. Donc voilà, les enseignes, j'en parlais tout à l'heure. Grand Frais que vous connaissez, Fresh, une petite enseigne aussi, des Grands Frais en plus petit. En Italie, Banco Fresco, et puis plutôt sur la région parisienne, Montmarché, qui ne sont pas des magasins en tant que tels, c'est de la livraison. Donc on a décidé en 2020 de migrer et d'arrêter notre souscription auprès de ServiceNow. Alors je ne sais pas si j'imagine que c'est connu dans le public ici. Là. ServiceNow, une belle plateforme. En 2020, on décide d'arrêter. On l'avait depuis le 2018. On a beaucoup tardé à le mettre en production. Et du coup, on était à l'époque sur une version Paris, pour ceux qui suivent les versions de ServiceNow. On avait quelques processus déployés qu'il a fallu migrer, on va le voir après. J'ai mis en surbrillance ceux qui étaient utilisés assez intensément et en blanc ceux qui étaient un peu moins utilisés. Alors j'ai mis des abréviations, je suis désolé, il y en a partout dans la presse, mais je suis friand de ça. Donc INC pour incident, RQT pour gestion des demandes, Knowledge pour tout ce qui est article de base de connaissances, et puis quelques notions de gestion des opérations avec des contrôles d'exploitation réguliers qui étaient dans l'outil, la gestion des problèmes et la gestion des changements. En 2020, on avait donc dans ServiceNow ces process-là, 62 000 tickets en cours ou fermés et 600 articles de base de connaissances. On servait environ 3000 utilisateurs, donc 3000 utilisateurs qui pouvaient nous faire des demandes à tracer dans le ticketing de ServiceNow, et 60 utilisateurs IT, dont 20 qui étaient des administrateurs infrastructures et systèmes et réseaux et des agents de support. La stratégie de l'évolution de ServiceNow commençait à nous peser un petit peu. En fait, la stratégie marketing de ServiceNow, c'était de tendre à partir de l'ITSM pour aller vers quelque chose qui est plus une plateforme interservice pour faire de l'ESM, on en parlait ce matin. Et en 2020, ça ne nous allait pas trop. On cherchait quelque chose qui était bien plus centré sur le métier de l'ITSM et on se posait vraiment des questions là-dessus. On avait un impératif de date, on avait un contrat qui était renouvelé tous les 3 ans. On arrivait à terme on avait une échéance en fait en décembre 2020. On était alors je vais venir après, mais on était en octobre. On savait qu'on se tâtait de ne pas reconduire. Donc pourquoi on a décidé de quitter ServiceNow ? Bon, comme je le disais tout à l'heure, la stratégie marketing
d'aller vers une plateforme ne nous intéressait pas trop, on voulait quelque chose de bien plus centré sur l'ITSM. Les évolutions, les intégrations étaient souvent complexes, on avait souvent la nécessité d'être accompagné par un partenaire ServiceNow. On avait un mode de licensing qui était à l'agent, et on était dans un contexte où on voulait embarquer, on a une équipe de développeurs en interne pour l'ERP qui est développé en interne pour Procel. On savait qu'on voulait embarquer les équipes de dev et les rapprocher un petit peu des processus ITSM. Et du coup, ça allait faire grimper notre coût de licence. Donc ça, c'était problématique. Et puis, c'était dans notre instance ServiceNow, il y avait peu de paramétrage standard pré-intégrés autour de l'ITSM. Donc même les standards en fait devaient être intégrés. Et donc on retrouve sur la complexité d'évolution. Et puis aussi, il y avait des mises à jour requises tous les 2 ans minimum, imposées par l'éditeur. C'est-à-dire qu'on se faisait engueuler par l'éditeur si on n'avait pas passé, on était en retard sur la mise à jour. Donc en octobre 2020, on se dit qu'on va quitter ServiceNow et puis on se pose la question sur quel outil choisir. Bon, vous avez vu que le planning était assez court, donc je ne vous cache pas, je ne vous veux pas vendre du rêve, mais on n'a pas fait d'études marketing, on n'a pas fait d'études comparatives très poussées sur les outils. Par contre, on connaissait iTop, tous les décisionnaires autour de ça, tous les gens qui ont travaillé sur ce projet finalement, avaient rencontré iTop dans leurs expériences passées. Et on avait quelques critères qu'on voulait retenir et iTop les matchait. Notamment le fait que c'était petit par rapport à ServiceNow, donc un acteur à taille humaine. Et ça comptait pour nous. Ça fait partie des valeurs d'ailleurs de Procel, hein, c'est toujours rester un petit peu sur des acteurs à taille humaine. On voulait que ce soit orienté ITSM, mais vraiment pour le coup avec des trucs préintégrés dedans. Comme je le disais tout à l'heure, on connaissait un petit peu dans notre parcours iTop. On voulait une simplicité, une rapidité de déploiement, et notamment du fait de nos échéances. Et puis, on voulait quelque chose où on puisse maîtriser les coûts, en fait. Et le licensing à l'agent de ServiceNow ne nous convenait plus dans ce cas-là. Donc du coup, on est en octobre, on décide d'arrêter. Alors je vous passe le détail rigolo de la prise de décision, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le planning imposait de prendre des décisions un petit peu rapides. On retient assez rapidement iTop, on décide de phaser le projet et puis on déclenche la réversibilité de ServiceNow, SN. On constitue rapidement une équipe et on avait tout de suite pressenti que ça allait être une petite équipe, on va le voir après. On définit le planning, on savait aussi qu'on allait buter sur une étape importante qui était la reprise de données, parce que tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les 62 000 tickets et les 600 articles de base de connaissances, on voulait les reprendre. Et en décembre 2020, donc du coup, on termine la reprise de données, on finalise la reprise de données, on la déploie dans iTop, on met fin au contrat, on bascule en Big Bang, donc c'est-à-dire qu'en gros, c'était passé un lundi. Le lundi 14 décembre, on était sur ServiceNow. Le lendemain, toutes les équipes IT opéraient sur iTop, avec les mêmes données que celles qu'elles avaient la veille. Tout ça, ça nous a... Alors j'ai mis 3 ETP sur le PowerPoint, j'aime pas la notion d'ETP parce qu'en fait il y a des ETP qui valent plus que des ETP, on va dire. Mais grosso modo, c'est 3 ETP sur le projet. Si j'en parle ici, et si on a décidé d'en parler, c'est qu'il y avait des tours de main, on va dire, qui sont apparus pendant le projet et qui sont assez intéressants à partager, je pense. La première chose, c'est qu'on a dû assez rapidement, on a défini assez rapidement dès le début ce qu'on voulait, et puis on a dû assez rapidement revenir sur nos ambitions. On savait qu'on allait revenir sur nos ambitions, mais on a dû revenir un petit peu et renier un petit peu sur nos ambitions. On partait du coup avec ce que je vous ai présenté dans les premiers slides, hein, tout ce qui était déployé, avec le portail qui était finalement assez peu utilisé. On avait identifié nos briques d'infrastructure importantes, l'authentification qui était basée sur notre Active Directory à l'époque et qui l'est toujours maintenant avec iTop. On avait des briques d'alerting. Il y a une présentation qui a eu lieu à l'étage d'en dessous autour d'un outil qui s'appelle BI, qui est développé par une personne qui est dans l'assistance et qu'il fallait qu'on garde interconnecté. Et puis l'alimentation automatique de la CMDB
et les emails entrants pour créer du ticket. Comme je disais tout à l'heure, donc on a été optimiste au départ, puis on a commencé à filtrer. Et les principes en fait, qui sont assez vite apparus comme étant indispensables, c'était de rester pratique en final. C'est-à-dire de tout garder au plus simple, si possible, et de faire étape par étape. Ça veut dire quoi dans la pratique? Parce que c'est bien d'avoir des principes comme ça, j'aime bien en plus les abréviations, je vous avais dit. KISS pour Keep It Simple et SBS pour Step by Step. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire qu'on animait très régulièrement, une fois par semaine, des réunions où on réévaluait notre périmètre cible et on réévaluait donc ce qu'on allait mettre dans le périmètre de départ et on planifiait, on écrivait en tout cas dans des phases les items du périmètre initial qu'on n'a pas pu embarquer pour les prévoir tout de suite après le déploiement. Parce qu'on a réalisé qu'en 2 mois, en fait, on ne pouvait pas tout reprendre. Donc du coup, lors de la MEP, donc le fameux 15 décembre, on a livré aux équipes incidents et demandes, l'intégralité donc de l'encours des tickets, la base de connaissances et les fameux petits contrôles d'exploitation que je vous parlais tout à l'heure, qui étaient faits dans ServiceNow, qu'on a transposé dans Ritop. Et au niveau infrastructure, on a gardé l'authentification basée sur l'Active Directory, la connexion à l'Active Directory, et l'alerting, et les emails. Et donc, on a replanifié tout ce qu'on n'avait pas pu prendre. S'il y a un point à retenir de ce retour d'expérience, c'est vraiment ça, c'est l'esprit pratique. Et ça fait partie des valeurs de ProSol, donc ce n'est pas une coïncidence. C'est que, voilà, il y a un principe de réalité, on s'est imposé, on s'est donné comme objectif de le faire pour décembre 2020, et du coup, ne pas hésiter à réévaluer, et puis à prendre l'essentiel, à extraire l'essentiel, ne pas oublier ce qui n'est un peu moins essentiel pour le faire plus tard. Donc dans les phases suivantes, post-MEP, donc post-15 décembre, eh bien, on a travaillé à la fin de la reprise de données, à revoir l'architecture, à cadrer le contrat avec Commodo, définition de la structure de données, la définition des process qui étaient tous pour nous pré-documentés à l'époque de ServiceNow, qu'on a juste adapté lors de la migration de Ritop. Et ça, c'est aussi un point important, c'est que on n'est pas parti en se disant, on avait l'habitude de le faire, hein, mais on n'est pas parti en se disant, nos process, c'est ceux-là, on adapte l'outil pour suivre ces process. On s'est dit, finalement, ce qui est de base dans Ritop est assez intéressant, et on va trouver un entre-deux pour limiter et pour réduire le temps de bascule. En phase 2, on s'est un petit peu inspiré très vaguement, pour ceux qui connaissent la méthode agile, on s'est un petit peu inspiré de ça. On avait l'outil donc en phase 1 des choses. On corrige dans la phase 2 les choses qu'on avait mis dans la phase 1 mais qu'on a dû faire un petit peu, qui nécessitaient une correction. Et puis on récupère la suite. En phase 2, on déploie les profils d'utilisateurs, on affine les profils d'utilisateurs plus précisément. On déploie une version 1 du catalogue de services qu'on n'avait pas dans ServiceNow, qu'on avait de façon très embryonnaire. On ouvre le portail utilisateur et puis on déploie notre instance d'archivage dans Ritop, parce que chez ProSol, on a 4 instances, notamment une d'archivage pour les tickets fermés depuis un certain temps. Et puis on déploie une version 1 du processus changement, gestion des changements. Et puis voilà, on recommence une phase. C'est des phases sur des trimestres, grosso modo. En phase 3, on corrige la phase 2, et puis on commence à rentrer dans quelque chose de, je l'espère, un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler très sérieusement sur le référentiel et la CMDB. On met en place les synchros CMDB avec différents outils, notamment Ansible. Et puis on travaille sur le process problème, parce qu'on sait qu'il s'appuie beaucoup, on a besoin d'avoir une CMDB fiable pour le travailler. Toujours pareil, même principe, une démarche un peu pratico-pratique, étape par étape, et puis une planification hebdomadaire de cadrage en fait. Dans les difficultés qu'on a rencontrées, le facteur temps. Donc on avait 2 mois pour migrer l'ensemble des données et d'accompagner les utilisateurs, de les embarquer avec nous en fait sur ce projet. Bon ça, il n'y a pas de mystère. Hein. C'était mine de rien pas mal d'heures sup pour les 3 ETP dont je parlais tout à l'heure.
et puis une approche pratique et souple. On revoit nos objectifs, et puis on accompagne comme ça. On avait une difficulté technique pour le coup, qui était de reprendre, un intervenant en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était pour le projet GEG, donc de reprise de données avec les images dans les articles de base de connaissances, dans les incidents, dans les journaux, etc., et dans les changes. Ça, la solution, c'était du scripting. L'auteur, d'ailleurs, est dans la salle. On a rencontré une petite difficulté anecdotique dans le projet finalement, mais qui était, mine de rien, qui était un os à lever. C'est qu'on pouvait pas, on avait 5000 utilisateurs dans notre LDAP et on voulait les synchroniser. Et le connecteur de base fourni de base dans iTop était limité à 1000 objets. Et je ne gérais pas la pagination à l'époque. Donc ça, on a adapté un petit peu le code. Et puis, on avait quand même voulu embarquer quelques customisations qu'on avait dans ServiceNow et dont on ne voulait pas se débarrasser. Notamment, une customisation à laquelle on tient, c'est de présenter dans un ticket un petit onglet en plus qui fait monter une liste d'articles de base de connaissances plus ou moins pertinents, qu'on juge pertinents, directement dans la GUI iTop en fait. Et ça du coup, merci à Combodo pour leur disponibilité pour faire ces petits tunings. Rétrospectivement, c'est peut-être ce qu'il y a à retenir de ce projet, en tout cas moi ce que je retiens de ce projet, c'est la méthode en fait. On a eu une approche assez pratique. Donc je disais tout à l'heure un petit peu d'inspiration agile avec le système de boucle, le système de planification itérative, et puis des contrôles réguliers. Alors on n'a pas fait de vrais rétro, on n'a pas fait de vrais sprint planning meeting, mais on s'en approchait un petit peu. Mais toujours pareil, avec une démarche pratique. On a beaucoup appuyé sur l'adhésion à l'outil, et on appuie toujours beaucoup d'ailleurs dessus. On était présent sur site pour accompagner les utilisateurs lors de la transition, lors de la bascule. On avait fait des formations avant le déploiement. Et puis on avait tout documenté. Alors, on a repris nos process, on les a réexpliqués, on les a représentés et on les a mis à disposition dans un espace consultable par tout le monde. Le dernier point intéressant rétrospectivement justement, c'est le fait de travailler sur les référentiels. On a vu dans la phase 2 ou 3 de ce que je vous ai présenté qu'on travaillait assez intensivement à alimenter la CMDB avec des mécanismes de synchro. On a parlé tout à l'heure de Azure, mais chez nous on utilise aussi un lien avec Ansible. Ce qui est ressorti de tout ça en fait, c'est de se dire que si on n'a pas l'adhésion de nos utilisateurs, de nos admin systèmes ou réseau ou de nos agents de support, on n'arrive pas à les amener à utiliser la CMDB. Si on n'arrive pas à les amener à utiliser la CMDB, on n'arrive pas à avoir un regard fiable sur la qualité du référentiel. Et donc on arrive à une boucle vertueuse qui est plus on fait adhérer les gens à ça, plus ils nous feront de remontées et nous ramèneront les anomalies, et donc plus il sera fiable, et donc plus il sera intéressant de l'enrichir, et on est dans une boucle. Donc maintenant, je n'ai pas voulu vous présenter ce que faisait Prosol avec son iTop, mais grosso modo, on garde cette stratégie pragmatique, avec les valeurs de Prosol dont je parlais tout à l'heure. On continue à faire, de façon toujours plus intensive d'ailleurs, des contrôles réguliers de nos référentiels, la base de connaissances, la CMDB, en étendant le périmètre de la CMDB. On apprécie beaucoup la souplesse du modèle iTop, qui est customisable assez largement, très largement. Et puis on revoit nos processus ITSM, ITIL une fois par an, grosso modo. Toutes nos MEP iTop sont documentées systématiquement, donc on essaie de faire des cycles de mise en prod des nouvelles fonctionnalités dans iTop sur des cycles de 3 semaines, avec systématiquement un accompagnement utilisateur. Et donc, la CMDB devient progressivement le référentiel. On est en train de travailler actuellement à avoir un référentiel utilisateur dans iTop pour nous permettre de gérer de façon fiable les entrées-sorties de collaborateurs, les souscriptions à leurs services, etc., etc.
Voilà, ce qu'il faut retenir. Alors la CMDB, ça peut être, c'est indispensable en fait, et on s'en est rendu compte pendant le projet. Et si vous utilisez ITOP ou d'autres outils ITSM, vous allez vous rendre compte que ça devient indispensable, comme le disait Denis tout à l'heure pour Teams. Ça devient indispensable, mais quand on pense référentiel, ça a l'air d'être une montagne, et une montagne très difficile à gravir. Mais je pense qu'il faut garder une approche pratique, c'est-à-dire prendre type d'objet par type d'objet. À chaque fois qu'on décide d'amener dans le référentiel un type d'objet, s'assurer qu'il y a un processus de contrôle derrière, périodique, pour s'assurer que la donnée est fiable. Voilà. C'est tout pour moi, si vous avez des questions. Bonjour, je voulais savoir du coup, vous avez complètement laissé de côté tout ce qui était problème, CMDB, ça n'a pas été géré par d'autres outils, genre Excel ou je ne sais pas, entre-temps? Non, je sais peut-être pas clair dans la presse, hein, désolé. Mais si le process problème, on ne l'a pas déployé le jour même, le 15 décembre, on l'a déployé dans la phase suivante, donc le premier trimestre 2021. Mais du coup, ça n'a pas été vécu comme une régression par les utilisateurs, le fait qu'ils aient plus accès à ce process en attendant de nouvel outil, parce que ça ne devait pas être évident du jour au lendemain de passer de ServiceNow, ils se connectent à ITOP, ils ne connaissent pas forcément l'outil, enfin, il y a l'accompagnement au changement qui a été très rapide. Qui était très rapide, mais justement on savait que ça allait être rapide, donc on a focalisé sur l'accompagnement au changement, donc on était là. Après, le process problème par exemple, puisque c'est l'exemple, on n'était pas sur une utilisation très intensive dans ServiceNow, donc on a pu se permettre de le décaler un petit peu. Et pareil pour la CMDB, c'était pas intensif non plus. Pareil pour la CMDB, en fait, la vraie explosion de notre utilisation de la CMDB, il est arrivé dans la deuxième phase, enfin deuxième trimestre 2021. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a permis de fédérer les gens derrière le changement en fait? Comment avez-vous obtenu l'approbation d'un peu tout le monde? Est-ce que c'est des réunions consécutives ou... C'est une très bonne question. J'ai envie de répondre sur la blague pour dire que finalement la décision elle a été prise bien en amont. Donc nos utilisateurs, IT, parce que pour simplifier un petit peu le projet, contrairement à d'autres projets de migration comme celui de GEG, le public concerné c'était l'IT, c'était les membres de l'IT, quoi. Et encore une petite partie en fait. Comment on les a fédérés? En fait, en les accompagnant. On leur a pas donné le choix de l'outil, on leur a pas donné le choix de beaucoup de customisation, mais par contre on leur a expliqué systématiquement, dans le détail, comment faire les actions qu'ils avaient pris l'habitude de faire avec un autre outil, en étant présent. Donc en présentant, en ayant des documents, comme je le disais tout à l'heure, mais en étant présent aussi le jour de la bascule et dans les semaines qui ont suivi pour leur accompagner de façon en proximité en fait. Oui, je voulais que tu reviennes s'il te plaît sur Ansible. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en fait comment tu peux récupérer de la CMDB à partir d'Ansible. Alors, ça va dans les deux sens, mais on pourra en discuter pour le détail technique, mais grosso modo, la question est intéressante. C'est qu'on utilise Ansible pour faire les déploiements de nos machines virtuelles. Du coup, Ansible devient quelque part un petit référentiel. En tout cas, il contient beaucoup de données qui sont très intéressantes, qui sont les données lors du déploiement. On a automatisé via un autre outil qui s'appelle Rundeck le déploiement des machines qui commande à Ansible de déployer une machine. On récupère ensuite les données de Ansible dans la CMDB. En fait, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est ce script-là qui déclenche Ansible, déclenche aussi la création d'un objet dans la CMDB. Et ensuite, comme Ansible récupère de l'information périodiquement des machines qu'il a déployées, il vient les exporter et on utilise le mécanisme de synchro de ITOP, le mécanisme standard en fait, pour récupérer ce fichier CSV et puis on alimente la classe, certaines classes, notamment la classe Virtual Machine. Oui, moi j'aurais une question sur la migration elle-même, parce que vous êtes passé d'une application qui est fournie en mode SaaS à une application qui est on-premise. Si vous aviez eu la disponibilité d'ITOP en mode SaaS, est-ce que vous auriez pris cette option-là et choisi cette option-là qui vous évitait du coup d'avoir à gérer l'infrastructure derrière? Alors, je vais répondre à titre personnel, puis je vais répondre à titre collectif pour ProSol. À titre personnel, non. Je serais resté sur ITOP SaaS parce que j'ai mes habitudes en fait avec ça, parce que c'est très facile d'accès, on a besoin d'accéder au file system, on a besoin d'accéder aux ressources système de la machine qui l'héberge. Je trouve qu'il y a une facilité derrière qui permet de mieux maîtriser l'administration de la solution. Après, d'un point de vue ProSol,
On a, même si paradoxalement, en quittant ServiceNow, on est passé sur quelque chose d'on-premise, on a quand même tendance, et c'est un projet en cours sur l'année et qui a démarré l'année précédente, de migrer nos machines, nos services, vers du SaaS. D'accord ? Donc, je pense que mon directeur adjoint dirait qu'il aurait pris iTop SaaS s'il existait et s'il était solide à l'époque. J'ai une question presque utile. Est-ce que vous faites une différence entre la CMDB et l'inventaire ? Oui. Alors, dans la pratique, non. Dans la pratique, la CMDB, dans notre CMDB actuel, on n'a pas les postes de travail, on n'a pas les téléphones mobiles, par exemple, ou ce genre de choses. D'accord ? On n'a pas les données d'inventaire, on n'a pas les choses qui sont en stock. Et pour moi, c'est là qu'est la différence. Je parlais plus du... Est-ce que du coup, votre CMDB, elle est alimentée en automatique ? J'ai entendu. Ouais. Est-ce que la CMDB est alimentée en automatique ? Oui, pour une partie de la CMDB, la plus grosse partie en fait, donc la partie infrastructure. Non pour tout ce qui est équipement utilisateur. Et c'est une question hyper importante, comme je disais à la fin, c'est que pourquoi on n'accélère pas pour rajouter les équipements utilisateurs ? Parce qu'on ne veut pas rajouter les choses dans le référentiel sans être sûr d'avoir un process de contrôle et de revue de ce qui est dans le référentiel. Ça va être une question vache. C'est plus une boutade qu'une question. Ça fait quoi de passer d'une solution, le leader du marché mondial SaaS, à un petit open source franchouillard ? Eh ben, ça fait beaucoup de bien, Erwan. Merci.